Non, alors, la dernière chose que nous avons vue hier, donc c'était les caractéristiques mécaniques et les caractéristiques mécaniques du moteur et de la charge. Et nous avons dit que un point de fonctionnement, ce n'est que l'intersection entre les deux caractéristiques du moteur et de la charge. Et nous avons dit aussi que pour changer la vitesse, ou là, pour faire varier la vitesse, nous avons besoin de changer le point de fonctionnement. Et pour changer le point de fonctionnement, il faut faire varier la caractéristique du moteur, parce que c'est la seule caractéristique que l'on peut varier. Tandis que la caractéristique de la charge, elle est inchangeable, elle est constante parce qu'elle est donnée par le constructeur et elle est donnée par construction. Et nous avons dit que la caractéristique du couple résistant, elle se divise en deux types. Donc, il y a les couples résistants actifs et les couples résistants passifs. Les couples résistants passifs, ce sont les couples résistants généralement du frottement, les frottements secs, les frottements visqueux, les frottements de turbulence. Et nous avons dit qu'un couple passif, un couple résistant passif n'existe que s'il y a mouvement, parce qu'il n'y a pas de frottement s'il n'y a pas du mouvement. Et c'est un couple qui dépend généralement de la vitesse, sauf pour le couple de frottement sec qui est indépendant de la vitesse. Et nous avons dit aussi que le couple résistant actif, c'est un couple qui existe même s'il n'y a pas de mouvement. C'est un couple qui ne dépend pas du sens de rotation du système. Et c'est un couple qui peut devenir un couple moteur. Donc ça veut dire c'est un couple qui peut entraîner le moteur. Et le moteur, dans ce cas, il va se transformer en génératrice. Parce que le couple résistant actif, il devient un couple moteur. Donc, dans ce cas, il va entraîner le moteur. En entraînant le moteur, il va lui donner de la puissance mécanique. Donc, le moteur, il va se transformer en génératrice. Donc, hier, j'avais donc laissé un petit exercice à faire. Donc, c'est une voiture ou là, donc, un véhicule, donc en montée, d'accord? Donc, il y a un certain moteur qui va entraîner le... Alors, je reviens là, pardon, à la présentation. Alors là, voilà. Donc là, vous avez un véhicule donc, qui est en montée et on demande de calculer le couple résistant pour ce mouvement, d'accord? Alors, comme vous voyez, le seul couple résistant qui peut empêcher ou là, qui peut s'opposer au mouvement, ce n'est que le couple qui est dû à la pesanteur, donc le couple mg, d'accord? Ou là, la force mg, d'accord? Donc vous avez cette force-là, d'accord? Cette force normalement qui va créer un couple. Et ce couple-là, ça serait un couple résistant qui va s'opposer au mouvement, d'accord? Alors, cette force-là, on peut la décomposer en deux forces, d'accord? Parce qu'il y a une force qui va s'opposer au mouvement, et puis il y a une autre composante qui ne va pas s'opposer au mouvement parce qu'elle est perpendiculaire au sens de déplacement. Donc, le couple, normalement, ou la force qui va s'opposer au mouvement, c'est cette force-là. Donc, c'est cette composante-là, d'accord, qui est la projection de cette force sur cet axe.
D'accord? Donc là, vous avez cet axe. D'accord? Et puis, vous avez l'axe qui est perpendiculaire. Alors, j'ai dit que cette composante-là, d'accord, c'est une composante qui ne s'oppose pas au mouvement. Pourquoi? Elle est perpendiculaire au mouvement, d'accord? Donc, finalement, la force qui nous intéresse, c'est cette force-là, d'accord? C'est la force résistante, d'accord? Il y a la force résistante qui va s'opposer au mouvement, d'accord? Alors, cette force-là, c'est une force résistante. Alors, le couple qui est donné par cette force-là, donc c'est normalement le couple qui va se retrouver ici, d'accord, en ce point. Et puis vous allez multiplier par R, qui est le rayon de cet engrenage, d'accord, vous avez R. Et puis vous avez donc le couple résistant dans ce cas, TR, qui va s'opposer au mouvement. Ce n'est que cette force-là, la force FR, qu'on va multiplier par le rayon de notre engrenage. D'accord? FR fois R. Alors maintenant, l'expression de FR, alors l'expression de FR, ce n'est que ce MG, c'est-à-dire la projection de MG sur cet axe-là. D'accord? Donc c'est FR est égal à quoi? Est égal à MG fois cosinus de cet angle-là. D'accord? Alors, si vous faites les angles et vous faites donc les relations que vous connaissez, donc là, vous voyez que là, vous avez un axe et là, vous avez un axe. Alors, vous avez cet axe-là qui est perpendiculaire sur celui-là. D'accord? Vous faites donc les différents angles. Vous allez trouver que cet angle que vous avez là, θ, d'accord? Ce n'est que P sur 2 moins alpha. D'accord? Le alpha, il va se retrouver de ce côté-là. D'accord? Donc, θ, dans ce cas, c'est pi sur 2 moins alpha. D'accord? Donc, le FR que vous avez là, donc c'est mg fois cosinus de θ. Et le mg cosinus de θ, c'est sinus de alpha. D'accord? Donc, cosinus de θ. Et on a θ qui est égal donc à pi sur 2 moins alpha. Voilà. Et donc finalement, vous allez trouver que le couple résistant TR, c'est MGR fois sinus de alpha. Et c'est la solution que vous avez ici, d'accord? Donc le TL, c'est quoi? C'est R fois FL. FL, dans ce cas, c'est FR que j'avais là. Donc c'est RGM. Avec M, c'est la masse de ce véhicule, d'accord? Fois sinus de alpha. Et si on veut écrire, ou là, on veut représenter le couple, d'accord? Le couple TL en fonction de la vitesse de rotation, ou là, de la vitesse de déplacement. Donc, ça serait un couple qui est constant. D'accord? Et comme vous voyez, c'est un couple qui ne change pas de signe, même si, même si la charge, par exemple, descend. D'accord? Si la charge descend, vous avez toujours le couple TL, et là, la même expression. Donc, c'est RGM sinus de alpha. Et ça ne dépend pas du mouvement. Ça ne dépend pas du sens du mouvement. Ça dépend pas de... Même s'il n'y a pas du mouvement, supposons par exemple que ce véhicule-là, il est en arrêt. Dans ce cas, vous allez avoir ce couple donc, qui est égal à une constante. Donc, si on veut représenter ce couple, donc c'est un couple qui ne change pas de sens. D'accord? Vous voyez, le sens, il reste le même. La valeur, elle reste la même, quel que soit le sens de la vitesse et quelle que soit la valeur de la vitesse. Donc, ça s'appelle un couple gravitationnel. Alors, s'il vous plaît, donc, il y a une chose que j'avais oublié de signaler donc, hier, c'est concernant les couples de frottement. Alors, les couples de frottement, ils dépendent de la vitesse.
D'accord? Ils dépendent de la vitesse et ils dépendent du sens de la vitesse, du sens de rotation. Alors, regardez par exemple de ce côté-là, lorsque la vitesse est positive, d'accord? Donc, vous avez le couple qui va suivre la vitesse, d'accord? Si la vitesse change de sens, donc vous allez avoir un couple aussi de frottement qui va changer de sens, d'accord? Parce que les frottements, elles dépendent du sens de rotation. D'accord? Donc, le couple, il suit la vitesse. D'accord? Il suit la vitesse. Tandis que pour un couple actif, d'accord, comme celui-là, le couple, regardez, le couple, il ne change pas de signe. D'accord? Ça reste un couple ici qui est, par exemple, positif. D'accord? Il est positif, il est tout le temps positif. D'accord? Donc, il ne change pas de signe, même si la vitesse change de signe. Donc, pour notre cas, d'accord? Si je prends par exemple mon taux charge, c'est-à-dire je prends par exemple un ascenseur. Un ascenseur, c'est une sorte de monte-charge. D'accord? Ça veut dire on fait monter la charge ou on fait la descendre. Et dans ce cas, c'est la même chose. Parce que le couple, ça serait quoi le couple gravitationnel? Ça serait toujours mg fois r. Mg qui est la force de la pesanteur. R, c'est le rayon de l'engrenage. Donc, si vous prenez un monte-charge, d'accord? Vous prenez un monte-charge, vous allez avoir le couple gravitationnel, c'est le couple que vous connaissez, d'accord? C'est mg fois r, qui est une constante. Mais en plus de ce couple actif, qui est le couple gravitationnel, il y a aussi le couple de frottement, d'accord? On peut par exemple avoir des frottements secs, on peut avoir des frottements visqueuses, on peut avoir des frottements de turbulence, d'accord? Qui vont s'ajouter à ce couple actif gravitationnel. D'accord? Donc, on a là, par exemple l'ascenseur qui monte. Alors, vous avez dans ce cas, on peut avoir dans l'engrenage des frottements. Donc, le couple de frottement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'ajouter au couple actif gravitationnel. Donc, si on veut tracer le couple résistant global, ça serait la somme le couple actif plus le couple passif de frottement. Donc, dans ce cas, on peut tracer par exemple celui-là. Donc, sachant bien que ce couple que vous avez là, c'est un couple de frottement visqueux. D'accord? Là, il a un couple de frottement visqueux. D'accord? Et là, vous voyez que généralement, on commence à partir d'une certaine valeur parce que lorsque le moteur commence à tourner, donc le couple, il aura une valeur déjà qui est très, très importante. D'accord? Donc, le démarrage à petite vitesse, donc le couple ما كيكونش proportionnel à la vitesse ولكن bon, après lorsque la vitesse commence à dépasser un certain seuil, le couple commence à être proportionnel à la vitesse pour un couple visqueux, d'accord? Alors vous avez ce couple là, c'est un couple de frottement et on va lui ajouter un couple gravitationnel. Alors c'est quoi un couple gravitationnel? Un couple gravitationnel, c'est un couple qui est constant, d'accord? Donc, هذا le couple gravitationnel ديالنا. Alors, si on ajoute ce couple de frottement à ce couple actif, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler هادو, on va les décaler donc vers la droite. Et donc, ça serait la forme suivante. D'accord? Donc, finalement, vous allez avoir donc notre couple final هو هذا. Le couple final ديالنا هو هذا. D'accord? C'est la somme ديال le couple passif plus le couple actif. D'accord? Qui est le couple gravitationnel. Donc voilà, normalement, dans tout système industriel, donc, il n'y a pas qu'un seul type de frottement, de couple résistant, mais on peut avoir plusieurs types de couple résistants. Et pour avoir donc le couple final, voilà, le couple global, donc il faut faire donc l'addition des différentes couples qu'on a dans notre système. Alors là, vous avez un exercice où on va trouver la plupart des couples résistants que nous avons fait, que ce soit le couple actif ou le couple passif. Donc là, vous avez du côté de l'arbre du moteur, donc vous avez donc le couple moteur et vous avez la vitesse de rotation du moteur, d'accord? Et puis ce moteur-là, il va entraîner un autre arbre.
Alors, sur cet arbre, qu'est-ce qu'on a? Sur cet arbre, on a un moment d'inertie pure. Ça veut dire, comme j'avais dit hier, s'il vous plaît, lorsque vous avez donc des données comme ça, il faut prendre ce que vous avez dans les données. Alors ça, c'est une masse. Il a seulement une inertie. Donc, Mandash, un couple de frottement, Mandash, un couple résistant. C'est une masse, d'accord? C'est une masse. C'est comme l'arbre. Les canards de, par exemple, l'arbre, dit le moteur. L'arbre du moteur, c'est quoi? C'est une masse en fer. Ou là, en aluminium, ou les chihaja, d'accord? Donc, l'arbre, c'est quoi? C'est une inertie, d'accord? C'est une inertie, donc ça veut dire une masse tournante. Alors, cette inertie-là, donc, il n'a pas de couple résistant, d'accord? On a l'arbre, le moteur, un couple résistant. On n'a jamais parlé de ça. Donc, on n'a jamais dit que l'arbre du moteur, on doit le prendre en considération, un couple résistant. Non, c'est une masse, d'accord? C'est une masse. Et cette masse-là, donc, il va créer quoi? Il va créer un moment d'inertie. D'accord? C'est comme le moment d'inertie que vous avez ici. Donc là, vous avez une masse, d'accord? Et cette masse-là, il a un moment d'inertie qu'on va appeler GL, d'accord? Et puis ici, vous avez un tambour, et sur ce tambour, on a une masse, d'accord, suspendue qui est en mouvement, d'accord? Là, vous avez un système qui va créer des frottements secs, d'accord? On a des frottements secs. Et puis là, vous avez un ventilateur, d'accord? Vous avez un ventilateur. Donc là, on a des frottements visqueux, là, s'il vous plaît. Donc, je pense que je n'ai pas terminé le... Voilà. Donc là, on a des frottements visqueux, d'accord? On a des frottements secs, on a des frottements visqueux. Et on sait très bien, comme j'avais expliqué hier, que le ventilateur, il va créer des frottements en turbulence. D'accord? Alors, on revient à la question. Exprimer l'équation du mouvement du système composé d'un moteur, d'un couple d'inertie, d'un monte-charge, de frottements secs, de frottements visqueux et d'un ventilateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va faire comme ce que nous avons fait hier. Donc, on va ramener l'arbre qu'on a ici, d'accord? On va ramener tous les éléments qu'on a de ce côté-là, on va les ramener vers l'arbre du moteur. Alors, on va commencer par les moments d'inertie. Alors, les moments d'inertie qui sont donnés par notre système, c'est quoi? Vous avez le GL, d'accord? On a le GL, on a la masse M. On a les seules charges qui ont un moment d'inertie, d'accord? Le moment d'inertie qui est donné ici, d'accord? Et le moment d'inertie de la masse M, d'accord? Alors, on va considérer que notre tambour, il a un rayon R, d'accord? Et puis, nous allons calculer donc le J de la masse, d'accord? De la masse qu'on a ici, G, masse. Donc, qui est égal à quoi dans ce cas? Qui est égal, comme nous avons vu hier, donc à R carré fois M. D'accord? Et puis, vous avez le GL. Et on va ramener donc les deux, on va les ramener de ce côté-là. Donc, on aura GL fois oméga L au carré divisé par oméga M. Donc, au carré. Et on va faire la même chose avec le Gmass. D'accord? Gmass, donc la même chose. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'exprimer les couples résistants. Alors le couple résistant, donc on a combien de couples résistants? On a le couple résistant de la masse M, on a le couple résistant des frottements secs, on a le couple résistant des frottements visqueux et celui le ventilateur qui est un couple résistant de turbulence. D'accord? Donc on va dire que, alors pour la masse M, donc il a un couple
C, d'accord, qui est égal à un couple T, qui est égal à mg fois le rayon R. Pour le couple frottement, donc ça serait quoi? Ça serait égal à une constante, donc on va l'appeler A, d'accord? A est égal à une constante. Alors pour le couple visqueux, donc ce serait B fois oméga L. Et pour le ventilateur, ce serait quoi? Ce serait C, d'accord? Une constante C fois oméga L au carré. Donc voilà les couples de chaque résistant, de chaque charge, d'accord? Les charges que vous avez de ce côté-là. Donc maintenant, vous faites la somme des les trois couples résistants, B fois oméga L plus C oméga L au carré plus la constante A plus mg fois R. Et vous ramenez de ce côté-là en les multipliant par quoi? Par le rapport oméga L sur oméga M. Donc voilà, et puis vous avez donc l'équation. Alors maintenant, l'équation, ça serait quoi? Ça serait Tm, le couple moteur, Tm, moins la somme équivalente de tous les couples que vous avez, le couple résistant que vous avez là, égale à la somme de les moments d'inertie fois d de oméga m sur dt. Donc voilà l'équation de notre système. Et c'est ce que vous avez là, d'accord? Alors vous avez donc l'énergie GL ramenée sur l'arbre du moteur, ça serait donc GL' oméga L sur oméga M au carré fois GL. Le monte-charge ramené à l'arbre du moteur, donc lui aussi, donc et là le moment d'inertie de la roi GL M. Alors vous avez donc V fois oméga L sur, donc ça c'est pour avoir le rayon, d'accord? Donc si on ne connaît pas le rayon, pardon, parce qu'ici on n'a pas donné le rayon, d'accord? Donc je reviens ici. Oui, donc R je le laisse, mais R c'est quoi? R c'est V sur oméga L, d'accord? Donc c'est le rayon V sur oméga L, parce qu'on n'a pas donné le rayon R, d'accord? Donc, le GL de la masse, ça serait mv sur oméga L au carré, d'accord? Et puis, vous allez le ramener du côté du moteur. Donc, ça serait GLH prime, c'est GLH oméga L sur oméga M au carré, qui est égal donc à M. Finalement, donc, lorsqu'on va faire donc la simplification, on va remplacer donc le R. Parce que GLH, donc GLH c'est quoi? C'est M V sur oméga L au carré. Donc lorsque vous allez remplacer tout ça, donc vous allez trouver que GLH c'est M fois V, la vitesse rectiligne divisée par oméga M au carré. D'accord? Alors maintenant pour les frottements secs, on a dit que les frottements secs c'est une constante. Dans ce cas, on l'a appelé TD, d'accord? Et lorsqu'on le ramène du côté du moteur, donc ça serait TD', TD, oméga L sur oméga L sur oméga M. Alors pour le couple de frottement visqueux, nous avons dit que c'est une constante fois oméga L. Et puis, de la même façon, vous allez le ramener du côté du moteur. Et vous allez avoir cette expression-là. Avec K1, c'est une constante de frottement visqueux. Donc, on l'appelle la constante de viscosité. Pour le ventilateur, on a dit que le couple de frottement de turbulence, il est proportionnel à la vitesse au carré. Donc c'est K2 fois oméga L au carré, puis vous allez ramener du côté du moteur en multipliant par le rapport oméga L sur oméga M. D'accord? Et finalement, vous avez donc l'équation que vous pouvez écrire vous-même. D'accord? Donc l'équation finale, donc elle est évidente. Vous faites le couple moteur, moins la somme des couples résistants est égale à la somme des moments d'inertie fois d de oméga M sur dt. Donc voilà, voilà pour cet exercice. Voilà, alors comme j'avais dit hier, alors vous avez le TL, c'est-à-dire lorsqu'on veut changer
la vitesse de rotation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez le TL, c'est le couple résistant, d'accord? Le couple résistant, il est inchangé parce qu'il est donné par construction. Alors, ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste, c'est changer la caractéristique du moteur. Là, par exemple, vous avez la caractéristique d'un moteur à courant continu. La caractéristique TE, le couple moteur, d'accord? C'est la caractéristique d'un moteur à courant continu, d'accord? Alors, pour changer un point de fonctionnement, c'est-à-dire pour passer, par exemple, de la vitesse que vous avez là, la vitesse oméga 1, oméga R1, vers la vitesse oméga R2, on doit changer de point de fonctionnement. Alors, pour changer de point de fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? On doit changer la caractéristique. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur la caractéristique 1, je dois passer sur la caractéristique 2. D'accord? Alors, donc, je dois changer la caractéristique du moteur en changeant un paramètre. Ça serait quoi, par exemple? Ça serait de changer la tension d'alimentation de l'induit. L'induit est le moteur à courant continu. Là, je peux changer, par exemple, le courant d'excitation. D'accord? Mais dans ce cas-là, le cas que vous avez ici, si c'est un moteur à courant continu, qu'est-ce qu'on a changé dans ce cas? On a changé la tension. D'accord? C'est la tension qui permet de garder les caractéristiques parallèles. D'accord? Donc, si vous changez la tension le moteur à courant continu, la tension d'alimentation de l'induit, vous allez avoir des caractéristiques qui sont parallèles. D'accord? Alors maintenant, par exemple, ici, vous avez la tension U1, la tension d'alimentation U1. D'accord? Lorsque vous voulez changer de point de fonctionnement, vous allez alimenter le moteur à courant continu par une deuxième tension U2. D'accord? Donc, ça veut dire que la caractéristique, elle est paramétrée par la tension U1. D'accord? Ça veut dire que je relève la caractéristique en gardant la tension constante égale à U2. Pour cette caractéristique-là, je trace la caractéristique, le couple en fonction de la vitesse, en gardant la tension d'alimentation égale à U1. La même chose ici, elle est paramétrée par la tension. Donc, dans ce cas, je vais fixer une tension qui est égale à U3 dans ce cas. Donc, ça me permet de passer d'une caractéristique à une autre. Et ça me permet aussi donc, de changer de point de fonctionnement et de changer de vitesse de rotation. Et dans ce cas, nous avons un variateur de vitesse. D'accord? Donc, la variation de vitesse se ramène toujours à changer le point de fonctionnement. Changer le point de fonctionnement, ça veut dire changer la caractéristique du moteur d'entraînement. D'accord? Alors, ça, c'est dans le cas où on est dans un mode statique. D'accord? Ça veut dire je passe. Alors maintenant, lorsque je passe lorsque je passe de la vitesse oméga R1 vers la vitesse oméga R2, je ne sais pas quel est le chemin. Donc, le chemin pour passer par exemple de ce point-là, le point de fonctionnement 1 vers le point de fonctionnement 2. D'accord? Je ne connais pas le circuit, je ne connais pas le parcours, je ne connais pas l'itinéraire. Ce que je sais, c'est que lorsque la machine se stabilise, j'ai ce point de fonctionnement, par exemple le point de fonctionnement 2. Alors, si je veux passer par exemple au point de fonctionnement 3, d'accord? C'est la même chose. Ce que je sais, c'est que le point de fonctionnement qui est là, c'est le point final, d'accord, qui est l'intersection des deux caractéristiques. Voilà qui fait la vitesse ou le couple, ils vont varier pour arriver finalement à le point de fonctionnement, on ne sait pas, dans le temps, d'accord? Dans le temps, on ne sait pas comment il varie, le couple مع la vitesse. Donc, la vitesse ديالنا مع le couple, ماشي كيمشيو على هاد la trajectoire, d'accord? ماشي كيمشيو من هنا وكيشدوا الطريق, d'accord? وكيمشيو من هنا وكيوصلوا لهنا, لا. Ce sont des caractéristiques statiques. Les caractéristiques statiques, ça veut dire quoi les caractéristiques statiques? C'est une caractéristique dont on prend les points de mesure lorsque le système se stabilise. D'accord? Donc, on a de la valeur finale, mais le système d'IANA, il se stabilise. D'accord? Ça veut dire lorsqu'il arrive à ce point de fonctionnement-là. ولكن كيفاش ils font le point, par exemple, comment ils font la vitesse et le couple pour arriver à ce point, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font dans le temps. Il peut y avoir des vibrations, il peut y avoir des oscillations, il peut y avoir donc une trajectoire de n'importe quelle forme. Parce que maintenant, par exemple, si je passe du point P1 vers le point P3, le couple à la vitesse, il doit comme ça, par exemple. Il doit d'accord, on bat des doros, d'accord, ou finalement, ils vont se stabiliser en ce point-là. D'accord? Donc, la trajectoire dynamique d'ILI, la trajectoire dynamique, le circuit d'accord?
finalement pour se stabiliser en ce point-là. ولكن حنا ما كنعرفوش هاد la caractéristique, d'accord? كيفاش غادي نعرفوها par exemple هو si on fait par exemple des capteurs ou on prend par exemple un oscilloscope et on peut par exemple visualiser quelle est la trajectoire, quel est l'itinéraire qui sont pris par le couple et par la vitesse pour arriver finalement, pour se stabiliser finalement à ce point P3. Donc, s'il vous plaît, lorsque je passe du point P1 vers le point P2, donc statiquement, je sais que le point P1, ou finalement j'aurai le point P3, il y a un la dynamique, la transition, pour passer du point P1 vers le point P2, donc il faut connaître la dynamique du système DNA, d'accord, pour passer du point P1 vers le point P2. Donc cette dynamique-là, pour la savoir, donc il faut faire un système dynamique, d'accord, faire la résolution, là, faire donc un oscilloscope, des capteurs pour mesurer, pour avoir donc le couple et la vitesse en fonction du temps, d'accord. Donc ce qui est écrit ici, d'accord. Alors pour le profil de vitesse en régime dynamique, il faut utiliser donc les caractéristiques dynamiques du moteur et de la charge. Donc, on doit connaître donc quel est le comportement dynamique de notre système. Donc ça, c'est une parenthèse, d'accord. Donc, lorsque je passe du point P1 vers le point P2, par exemple, la caractéristique dynamique de circuit, ce sont les caractéristiques statiques, d'accord. ولكن في la réalité ديالنا ما كنعرفوش comment le couple et la vitesse ils font, d'accord. La caractéristique, je ne sais pas comment il va faire, peut-être comme ça, finalement pour se stabiliser sur ce point final, d'accord. Alors je reviens donc la dernière fois j'avais parlé du profil du vitesse et du couple. Et nous avons dit que généralement, lorsqu'on parle de l'entraînement électrique, donc on parle de la variation de la vitesse. Alors la variation de la vitesse, donc il peut se résumer en 3 ou 4 profils, d'accord. شنو هما هاد les profils عندنا هاد les profils هما هادو, d'accord. عندنا par exemple ce profil là, عندنا هاد le profil, d'accord. عندنا هاد le profil هذا, عندنا هاد le profil et ainsi de suite, d'accord. Alors maintenant on va voir donc quels sont les profils. D'accord. Alors, faites le profil, le premier profil, d'accord, on a le démarrage. C'est le démarrage, d'accord. On démarre notre système et on veut le ramener, par exemple, à une vitesse V1, d'accord. Donc, le démarrage d'Iana, on sait que le moteur, il était en arrêt, le système, il est en arrêt, d'accord, et puis on démarre. Donc, le démarrage du moteur, le moteur passe de la vitesse nulle jusqu'à sa vitesse établie, d'accord. Donc, on aimerait démarrer notre système pour arriver à une certaine vitesse V1, d'accord. Ça s'appelle le démarrage. Lorsque j'arrive à la vitesse V1 qui est là, d'accord, donc on est dans ce cas, on est dans la régulation. La régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire je garde la vitesse constante. J'ai une consigne de vitesse, par exemple la vitesse V1, j'ai une consigne, et puis il faut garder donc, cette vitesse constante pendant un certain temps. Donc, dans ce palier-là, vous avez donc la régulation. D'accord? Donc, c'est un profil, la régulation. Alors, maintenant, lorsque je suis sur ce côté-là, d'accord, je suis en accélération. D'accord? Ça, c'est aussi un autre profil. Je dois accélérer pour passer de la vitesse V1 à la vitesse V2. Donc, je suis en mode accélération. D'accord? Et puis, j'arrive à un deuxième palier de vitesse où je dois garder la vitesse constante. Et dans ce cas, je suis en régulation. D'accord? Je suis là en régulation. D'accord? Et puis, à un certain moment, j'aimerais donc décélérer. D'accord? Passer, par exemple, de la vitesse V3 ou la V2 à la vitesse V3 qui est là. Donc, dans ce cas, je suis en décélération. D'accord? J'arrive à la vitesse V3. D'accord? Je garde la vitesse constante, c'est la régulation. D'accord? Et puis, à un certain moment, j'aimerais arrêter le système. Et dans ce cas, je suis en mode freinage. Donc, la plupart des profils
qu'on retrouve dans l'industrie, donc ils peuvent se résumer dans les 5 ou les 6 profils que nous avons vus là, d'accord? Donc c'est soit un démarrage, soit une régulation de vitesse, soit une accélération, soit une décélération, soit un freinage. Donc هادو هما les profils que l'on peut trouver dans notre système, dans les systèmes industriels. Alors, il y a un autre profil, peut-être que nous n'avons pas tracé ici, mais c'est le profil de poursuite. D'accord? La poursuite, ça veut dire, supposons par exemple que j'ai la vitesse d'ILI de consigne, il est comme ça. D'accord? Par exemple, un missile ou là un robot, les شي حاجة اللي عنده la vitesse, ça compte par exemple comme ça. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la consigne de la vitesse, il a cette forme-là. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le moteur? Il doit suivre le profil. Donc il doit suivre la trajectoire de la vitesse. D'accord? Et dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle la poursuite. Donc vous avez la consigne qui est variable. D'accord? La consigne est variable. Dans ce cas, la vitesse aussi, donc il doit suivre donc, cette consigne-là qui est variable dans le temps. Donc c'est la poursuite. D'accord? Mais généralement dans les systèmes industriels donc, qui sont bien établis, ça veut dire dans les usines, ما كنلقاوش بزاف هادشي ديال la poursuite, d'accord? La poursuite généralement c'est comme j'ai dit, dans les missiles, dans les robots, d'accord, dans les systèmes un peu évolués. Mais dans les systèmes industriels en briques, donc ça veut dire qu'ils sont établis dans des usines HADA, donc le profil de vitesse que l'on peut trouver, ça ne se sort pas de ces 4 ou les 5 types de profils que nous avons vus ici. D'accord? Donc là, on parle de la variation de la vitesse, modification de la vitesse de rotation du moteur par accélération ou décélération. D'accord? Là, les étapes à dos. D'accord? Vous avez l'accélération, la décélération. Vous avez la régulation. D'accord? La fréquence de rotation du moteur est maintenue constante, quelles que soient les fluctuations de la charge. Donc là, on est dans la vitesse constante. Le freinage, le moteur passe d'une vitesse établie à une vitesse inférieure, donc ralentissement ou à la vitesse nulle, d'accord? Donc le freinage, bon, c'est la décélération, l'arrêt final, d'accord? Lorsqu'on freine, des fois, on freine uniquement pour diminuer la vitesse, mais généralement le freinage, c'est l'arrêt de la machine. Lorsqu'on parle de décélération, donc on va dire on est en mode de décélération, d'accord? En mode de décélération, donc ça veut dire que la vitesse diminue. Alors j'ai oublié un autre mode, c'est l'inversion de sens de rotation, d'accord? Donc on a le système que j'ai ici, d'accord? Alors je peux à un certain moment vouloir changer de sens de rotation, d'accord? Donc la vitesse, elle devient négative par exemple, et je peux refaire le même chemin, d'accord? Alors, supposons par exemple que j'ai un tapis roulant. Alors, un tapis roulant, كيمشي par exemple de la manière هذه jusqu'à arriver au bout de la chaîne, d'accord? ملي كنوصل la fin de la chaîne, كنبغي نرجع. Alors, إلا بغيت نرجع donc le porte-charge ولا شي حاجة ديالنا. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va changer de sens de rotation pour ramener le porte-charge vers le point de départ. Et dans ce cas, je peux faire la même chose. Je peux faire le même profil que j'ai en haut, je peux le faire en bas. Et on va voir donc des cas comme ça dans les exercices, dans les applications que nous allons voir. Par exemple, pour les tapis roulants, on va voir que pour retourner au point de départ, d'accord, on doit refaire le même chemin avec le même profil de vitesse. Ça veut dire vous accélérez, parce que là, vous devez arrêter ici, vous devez arrêter la machine et puis changer de sens de rotation et puis accélérer, puis ainsi de suite jusqu'à retourner au point de départ. D'accord? Pour charger le porte-charge et puis refaire la même chose comme on fait dans tous les tapis roulants, ça veut dire aller jusqu'au bout, décharger et puis revenir au point de départ et ainsi de suite. Donc lorsqu'on veut revenir au point de départ, on doit changer de sens de rotation. La même chose lorsqu'on est par exemple dans un ascenseur. Dans un ascenseur, lorsqu'on monte, on a un sens de rotation.
et lorsqu'on descend, on a un autre sens de rotation. Donc, c'est aussi un type de profil qui est demandé. C'est le changement de sens de rotation. Alors, il y a une notion qui est très très importante, c'est la récupération de l'énergie lorsqu'on est en mode freinage. D'accord? Là, en mode décélération. Donc, lorsque j'avais parlé la dernière fois de freinage, par exemple, lorsque je freine, j'ai le couple dynamique qui est négatif, et dans ce cas, le couple dynamique, il devient un couple moteur. Et ce couple moteur-là, il peut entraîner le moteur, et le moteur, dans ce cas, il peut devenir un générateur, et on doit récupérer cette énergie-là, ça veut dire le système DNA, il doit être capable de consommer la puissance qui est générée par le moteur. Alors, normalement, le moteur, il est fait pour générer de la puissance mécanique, mais en mode freinage, ce moteur, il devient un générateur. Alors, puisqu'il y a une certaine puissance électrique qui est générée, donc il faut la récupérer, il faut l'injecter quelque part. D'accord? Il faut l'injecter quelque part. Alors, cette injection, ça peut être injection dans le réseau, d'accord? Mais des fois, vous avez votre convertisseur qui ne permet pas l'injection de la puissance au réseau. Ça veut dire qu'il n'est pas bien fait, il n'est pas dimensionné, il n'a pas les caractéristiques pour injecter la tension dans le réseau, injecter le courant dans le réseau. D'accord? Alors, tous les systèmes ils ne sont pas faits de telle manière à injecter leur puissance dans le réseau. Par exemple, une Toma, il a un générateur, comment injecter dans le réseau? D'accord? Vous n'avez pas les moyens et vous n'avez pas les moyens techniques ou les moyens réglementaires pour injecter la puissance, par exemple, que vous avez dans votre maison, l'injecter dans le réseau d'Yalloine. D'accord? Donc, de la même manière, le convertisseur ou le variateur de vitesse qui entraîne le moteur, il doit être capable d'injecter la puissance dans le réseau, par exemple. Alors, s'il n'est pas capable d'injecter la puissance dans le réseau, donc il faut l'injecter quelque part à côté. Alors, par exemple, vous avez dans votre maison un générateur, vous injecter dans le réseau, mais vous pouvez l'utiliser chez vous. Par exemple, pour alimenter quelque chose chez vous, alimenter une charge ou à la maison. D'accord? Donc, la même chose pour les variateurs de vitesse. Donc, lorsqu'on est dans une application industrielle et qu'on a de l'énergie qui est produite lors du freinage, dans ce cas, on peut l'injecter ou on peut l'utiliser de la manière la plus appropriée. Ça veut dire, si on peut l'injecter dans le réseau, on va l'injecter dans le réseau. Si on ne peut pas l'injecter dans le réseau, on va l'utiliser par exemple pour alimenter une charge annexe, par exemple pour charger les batteries. Si on est par exemple dans les tramways ou là dans les métros ou les shahaja. Alors, par exemple, les stations de métro, généralement, l'énergie de freinage, la puissance de freinage, elle est généralement utilisée pour alimenter les batteries qu'on trouve dans les trains. Donc, voilà. Mais si on a des systèmes industriels, par exemple, si on a une usine de grande envergure qui a une centaine de moteurs, par exemple, et avec une certaine puissance qui est très très importante, et que ces moteurs-là, donc, ils sont appelés, par exemple, à fonctionner, à s'arrêter à plusieurs reprises, dans ce cas, on peut utiliser de la puissance des moteurs et l'injecter dans le réseau. Et on peut gagner de l'argent en injectant cette puissance dans le réseau parce qu'on on va faire, par exemple, on va vendre cette énergie-là, on va la vendre à l'opérateur de l'électricité, par exemple l'ONE, si on est au Maroc. D'accord? Mais tout ça, ça demande de la réglementation. La réglementation, ça veut dire ce qu'on a des lois qui permettent d'encadrer les transactions. Ça veut dire comment vendre, comment acheter, comment les réglementations, les lois qui encadrent ce type d'échange. Alors voilà, nous avons déjà vu un exemple comme ça, donc lorsque nous avons parlé du profil de vitesse. Alors dans ce cas, vous avez un profil de vitesse souhaité, ça veut dire vous avez
un système et vous aurez aimé avoir un profil de vitesse qui a cette forme-là. D'accord? Comme un monte charge, comme un tapis roulant, je ne sais pas quoi, et vous avez besoin d'un profil de vitesse qui est de cette forme. D'accord? Donc ça veut dire 1410 millisecondes. Alors là, par exemple, on est dans un système miniature, c'est un robot, les Shihaja. Lorsque j'arrive à 10 millisecondes, je dois accélérer jusqu'à 100 radians par seconde et puis garder la vitesse constante à 100 radians par seconde entre 25 millisecondes et 45 millisecondes. Et puis, entre 45 millisecondes et 60 millisecondes, je dois arrêter, je dois décélérer et arrêter mon système. Et puis, peut-être reprendre la même chose après, de la même façon, et ainsi de suite. Supposons que j'ai un système qui est comme ça, périodique. La vitesse d'Eli, j'aimerais l'avoir de ce type-là, d'accord? 10 secondes, 10 millisecondes, je dois accélérer, garder la vitesse constante pendant un certain temps, et puis décélérer, arrêter, et puis peut-être recommencer, ainsi de suite, d'accord? Donc, notre application industrielle, il a besoin de ce profil-là, et on cherche un moteur qui doit développer un couple qui doit me donner ce profil de vitesse, d'accord? Donc voilà une application industrielle, voilà c'est facile, c'est ce qu'on trouve généralement dans l'industrie, d'accord? Vous avez un profil de vitesse et vous cherchez le variateur de vitesse adéquat, d'accord? Alors supposons maintenant que dans ce système, on a un couple de charge, d'accord? Un couple résistant, d'accord? On va donner sa formule, on va donner sa valeur, et puis vous avez des frottements visqueux, d'accord? Alors vous avez des frottements visqueux, et supposons que vous avez un couple de charge qui est constant, d'accord, qui est égal à 5 Nm. D'accord? Vous avez le coefficient de viscosité qui est égal à 0,01 Nm par radian par seconde. Vous avez le moment d'inertie totale, d'accord? Le moment d'inertie totale d'INA, J. Donc il est égal à cette valeur-là. Alors maintenant, à partir de ce profil de vitesse qui est demandé, on cherche quel est le couple, le profil du couple à exercer ou à donner par notre moteur. Donc le moteur d'Yannar, c'est Athéna un couple moteur qui doit nous donner, d'accord, le profil de vitesse. D'accord? Donc voilà, c'est l'exercice. D'accord? Alors, quel est le profil, le couple à produire? Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quel est le profil, le couple d'Yannar en fonction du temps. Ça veut dire comment notre couple TE, il va varier dans le temps pour pouvoir donner un profil de vitesse de ce type. Alors, je vous laisse 5 minutes ou 3 minutes pour réfléchir et puis on va faire donc la solution. D'accord? Vous avez la solution, elle est dans la page suivante, mais bon, il faut un peu travailler, d'accord? Même si vous êtes à distance, mais il faut un peu bouger, donc travailler votre cerveau. Elle a essayé de chercher donc comment on va faire pour trouver le couple moteur TE à appliquer au moteur pour avoir donc ce profil de vitesse.
Voilà, alors pour la résolution de notre exercice, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc pour chaque intervalle du temps, on doit remplacer la vitesse par son expression. D'accord? Alors avant le 10 millisecondes, on a le couple de charge qui est égal à une constante. D'accord? Ça peut être un couple actif. Ça peut être un couple actif. D'accord? Ça peut être un mont de charge, par exemple, qui a un couple constant qui est égal à 5 Nm. Et dans ce cas, donc pour garder notre système en équilibre, parce qu'on est là à une vitesse qui est nulle, donc le couple moteur, il doit faire face à quoi? Il doit faire face à ce couple résistant, d'accord? Qui est égal à 5 Nm. Alors la vitesse, elle est nulle, la dérivée de la vitesse, elle est nulle, et on aura finalement, pour l'intervalle inférieur ou égal à 10 millisecondes, vous avez le couple moteur doit être égal au couple de charge qui est égal à 5 Nm. Donc voilà pour le premier intervalle. D'accord? Pour le premier intervalle, on a le couple moteur est égal à 5 Nm. Alors entre 10 et 25, on doit calculer l'expression de la vitesse ici en fonction du temps. Donc comme vous voyez, l'expression de la vitesse oméga, d'accord, c'est quoi? C'est, d'accord, vous faites oméga moins, alors donc ce cas c'est 0, égal à quoi? Égal à une constante, d'accord, une constante A, fois T moins, moins T0, d'accord? Donc voilà l'expression avec le T0 dans ce cas c'est quoi? Le T0 c'est le 10, d'accord? C'est le 10. Donc s'il vous plaît, il faut remplacer donc le milliseconde par la seconde, d'accord? Là, bon, de toute façon, il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention parce que là, vous avez donc par exemple la constante B, c'est en newton-mètre par radian par seconde. Donc vous n'allez pas laisser les traîner donc les millisecondes. Donc pour écrire par exemple le temps ici, le 10, donc vous n'allez pas écrire 10, mais vous allez écrire en secondes, d'accord? Le T0, ça serait 0,01 secondes. Et puis vous allez calculer la constante A. Alors la constante A, c'est la pente. Donc la pente, là, il y a 100, d'accord, divisé par 25 moins 10. D'accord? Donc il va vous donner la pente A. Donc 100 divisé par 25 moins 10 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Pour le temps. Et lorsque vous allez trouver donc l'expression de la vitesse sur cet intervalle-là, vous allez remplacer dans l'expression le couple. D'accord? Donc vous allez écrire que le couple moteur égale, moins le couple de charge égale à quoi? Égale la dérivée de ce que vous avez trouvé ici. D'accord? Plus B fois oméga que vous avez ici, d'accord, en fonction du temps. Et finalement, vous allez trouver le TE en fonction du temps sur cet intervalle-là, d'accord. Et puis, on arrive à cet intervalle. Donc, sur cet intervalle, vous avez la dérivée de la vitesse qui est égale à 0. Donc, la partie, elle est, donc, elle est nulle, d'accord. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est cette partie-là, d'accord. Donc, vous allez remplacer la vitesse par quoi? Vous allez remplacer la vitesse par son expression qui est 100 radians par seconde. Et vous allez l'injecter dans l'expression le couple moteur. C'est facile, d'accord? Alors, on arrive à la décélération, c'est la même chose que ce que nous avons vu dans l'accélération. Donc, dans ce cas, vous allez écrire que oméga, pour le dernier cas, d'accord, oméga, c'est la même chose que pour celui-là, mais avec une constante, d'accord, une constante que je vais appeler la constante B. Alors, de la même façon, c'est quoi? C'était moins T0. D'accord? Alors, le T0 dans ce cas, d'accord, le T0 prime, pour ne pas confondre avec le T0 qu'on a ici, d'accord? Donc T0 dans ce cas, c'est quoi? C'est 45. Et puis vous allez calculer la pente D. La pente D, c'est une pente qui est négative, d'accord? Ça serait quoi? Ça serait moins 100, d'accord? Moins 100 divisé par 60 moins 45.
Et peut-être vous allez avoir la même pente que tout à l'heure, d'accord? Non, c'est pas la même pente parce que là, vous avez 25, 10, donc la différence, c'est 10, c'est 15, oui, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir la même pente, d'accord? La même pente, mais avec un signe qui est négatif. La seule chose qui va changer, c'est le T0 dans ce cas, d'accord? Le T0, ça serait 45, d'accord? Et puis, vous allez faire de la même façon. Donc, vous allez remplacer donc G d oméga sur dt par sa dérivée, par son expression, d'accord? Plus B fois oméga. Et vous allez avoir donc les expressions que nous avons dans la solution dans la page suivante, d'accord? Donc, l'expression d'Yanna Roy, dit le couple Wada, d'accord? TE égale à G d oméga sur dt plus B oméga plus TL. Et à chaque fois, vous allez remplacer le oméga par son expression. Alors finalement, donc entre 0 et 10 millisecondes, vous avez TE égale à 10, est égal à 5 newton-mètres. Entre 10 et 25 millisecondes, vous allez avoir un couple moteur qui est égal à 71 plus 66,67 fois le temps, d'accord, en newton-mètre. Sur la partie, donc là, la partie où vous avez donc la vitesse qui est constante, on va avoir un couple aussi qui est égal à une constante, d'accord? Le couple moteur est égal à 5, il est égal à 6, pardon, d'accord? Parce qu'il y a le couple résistant, mais vous avez aussi donc le couple visqueux, d'accord? Le couple de frottement visqueux qui va s'ajouter, donc vous allez avoir donc 6. Alors pour la décélération, on va avoir un couple moteur qui est négatif. D'accord? Là, vous voyez que le couple moteur, il devient négatif. À l'âge, on a besoin de décélérer. Donc, dans ce cas, notre moteur, il devient générateur. D'accord? Le moteur d'Iana, il devient générateur. À l'âge, le moteur d'Iana devient générateur parce que vous avez le couple et la vitesse, ils n'ont pas le même signe. Alors, pour avoir un fonctionnement moteur, il faut que la vitesse et le couple aient le même signe. D'accord? Lorsque le signe de la vitesse et le couple ne sont pas les mêmes, dans ce cas, le moteur il devient générateur. Donc sur cette partie-là, la partie de la décélération et le freinage, notre moteur il devient générateur. Donc le couple il devient négatif. Donc ça veut dire dans ce cas, le moteur il reçoit de l'énergie mécanique. Alors si le moteur reçoit de l'énergie mécanique, ça veut dire qu'il va se transformer en générateur. Au lieu de donner un couple moteur qui est positif, donc il va recevoir un couple moteur. Donc dans ce cas, il va se transformer en générateur. Donc voilà pour l'expression, la dernière phase de décélération. Vous avez le couple moteur qui est égal à moins 57,67, moins 66,67 fois le temps. D'accord? Alors si je trace le couple d'Iana, en fonction des expressions que vous avez ici, donc on aura un couple moteur qui a cette forme-là. D'accord? Donc, regardez donc les sauts. Dans les sauts, donc pour le couple, le saut, il est permis. D'accord? Le saut, il est permis. D'accord? Le couple Diana, ce n'est pas une intégrale. Comme j'avais dit hier, le couple Diana, ce n'est pas une intégrale. La vitesse, c'est une intégrale. D'accord? Donc, on a regardé la vitesse. La vitesse Diana, elle ne permet pas de saut. D'accord? La vitesse Diana, il est continu. D'accord? Voilà, le couple, lui, donc il peut avoir des sauts, donc des discontinuités dans la variation du couple. Regardez pour le couple. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est une accélération. Le couple, c'est une accélération. Regardez, lorsqu'on fait le couple moteur moins le couple résistant, c'est quoi? C'est le J fois l'accélération angulaire. D'accord? L'accélération angulaire. Donc, le couple d'Iana, c'est quoi? C'est une accélération près, d'accord? Avec un coefficient J, d'accord? C'est une accélération. Donc, la vitesse d'Iana oméga, c'est l'intégrale, dire quoi? C'est l'intégrale du couple, finalement, d'accord? C'est l'intégrale du couple divisé par un certain coefficient, mais qui est MNH, ou la vitesse d'Iana, elle est proportionnelle à un couple, d'accord, à l'intégrale d'un couple. D'accord? Donc, la vitesse d'Iana,
il ne permet pas de discontinuité parce que c'est une intégrale, mais le couple DNA, il peut devenir nul, par exemple. Donc, il peut avoir une valeur, je ne sais pas, une valeur non nulle. Après, tout d'un coup, je peux l'annuler sans causer de problème pour notre système, d'accord? Et là, si j'annule, par exemple, le couple ici, j'annule le couple, la vitesse, il n'y aura pas de problème sur la vitesse, d'accord? L'intégrale de 0, il ne va pas causer de problème, d'accord? L'intégrale de 0, ça ne va pas causer de problème. La dérivée d'un zéro, d'un saut de zéro, ça va causer des problèmes. D'accord? La dérivée d'IL chez Haja qui est discontinue, ça va causer quelque chose qui est infini. D'accord? Si vous avez par exemple dd oméga sur dt, qui va passer par exemple oméga à comme par exemple une valeur non nulle, et puis d'un seul coup, ça veut dire t, dans un temps t égale à 0, maintenant oméga, il varie d'une valeur non nulle à une valeur nulle. Dans ce cas, vous allez avoir une dérivée qui est infinie, d'accord? Et cette dérivée infinie, donc ça va causer des problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une grandeur infinie, par exemple un courant infini, ou là vous allez avoir une force qui est infinie, ou là vous allez avoir, d'accord? Et le courant infini ou la force infinie, ils vont créer des dégâts. D'accord? Une force infinie, d'accord, d'accord, ça va casser quelque chose. La même chose pour le courant infini, donc ça va causer par exemple un court-circuit qui va détruire notre circuit. D'accord? Donc là, les sauts dans le couple ils sont permis, tandis que les discontinuités de la vitesse ne sont pas permises, d'accord? Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, donc c'est une intégrale et dans toute grandeur qui est une intégrale, on ne permet pas de discontinuité. Donc voilà. Alors pour notre variateur Diana, le variateur Diana, l'IRSO et ce profil de vitesse, donc il doit avoir un couple moteur de ce type. Alors maintenant, le variateur Diana, le variateur de vitesse Diana, à des chevaux, on va l'étudier, on va voir comment on peut avoir un deux couples HADA. Alors, pour avoir un deux couples HADA, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, parce que le couple, généralement, il est proportionnel au courant, l'alimentation, d'accord? Alors maintenant, on va voir comment on peut avoir un courant, d'accord, qui a ce profil-là. Alors, puisque le courant, il dépend de la tension, donc on va voir comment appliquer une tension qui va donner un courant qui est de ce type-là, qui va donner ce profil de couple qui est ici, d'accord? Donc, voilà comment on fait donc le choix des variateurs de vitesse. On regarde quel est le profil de vitesse qui est demandé. On va en déduire le profil le couple d'ILA, d'accord, demandé. Donc, il sera appliqué sur le moteur. Et puis, à partir de ce profil de couple, on va voir quels sont les paramètres qui influencent le couple. Alors, généralement, c'est le courant. Donc, le courant d'ILA, il est proportionnel au couple. Alors, comment faire varier le courant de telle manière à avoir ce couple, d'accord? Donc, on doit aller voir est-ce que la possibilité de faire varier la tension. Parce qu'en faisant varier la tension, je vais faire varier le courant. En faisant varier le courant, je vais faire donc varier le couple moteur de notre moteur. Donc voilà comment on fait pour le choix des variateurs de vitesse. D'accord? Ça, c'est un cas réel. D'accord? J'accélère, je garde la vitesse constante, je décélère. Là, vous avez un exercice que vous allez faire chez vous, d'accord? C'est la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un profil de vitesse et chercher le profil le couple correspondant, maintenant, on donne un profil le couple, d'accord? Et on cherche quel est le profil de vitesse qui sera donné par ce profil de couple, d'accord? Donc, c'est à faire comme exercice chez vous. Et faites attention parce que ce type de exercices, je les redonne, l'examen ou les contrôles, d'accord? Donc, faites attention. Si vous avez un exercice dans le cours, faites-le. Alors, c'est très facile, d'accord? Vous avez donc la même chose. Vous faites l'équation du mouvement. Vous avez les données. Alors, les données, c'est le moment d'inertie totale. Vous avez un coefficient de viscosité, d'accord? Et puis, vous avez le couple de charge qui est égal à une constante. Alors maintenant, le couple moteur, il est là, il est donné, d'accord? C'est le TE. Voilà. Maintenant, il suffit de trouver le oméga, d'accord? Le profil de oméga en fonction du temps, d'accord? C'est comme ce que nous avons fait dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci, c'est
L'inconnu, c'est oméga, donc il faut chercher le profil de la vitesse. D'accord? Donc ça, c'est un exercice que je vous laisse faire chiffrer. Donc voilà. Donc on termine avec les caractéristiques mécaniques, les caractéristiques mécaniques du moteur et de la charge et les profils de vitesse et de couple. Et on passe à un autre élément très important dans le choix des variateurs de vitesse. Alors il y a une notion généralement qui est négligée dans le choix des variateurs de vitesse, c'est les considérations thermiques. Donc ça veut dire quoi les considérations thermiques? Généralement, lorsqu'on fait le choix d'un variateur de vitesse, il faut tenir compte de ce qu'on appelle donc les surtensions, d'accord, les surintensités, pardon. Ça veut dire qu'il ne faut pas excéder les courants qui sont permis dans notre système. Et là, je reviens à une notion peut-être que vous ne connaissez pas ou là, que vous n'avez pas étudiée, c'est la définition d'elle, une valeur nominale. Alors, lorsque je dis par exemple le moteur tel, il a un courant nominal qui est égal par exemple à 20 ampères, ça veut dire quoi un courant nominal? Donc, c'est une question que je vous pose. D'accord? Essayez de réfléchir un petit peu. C'est quoi la définition d'une grandeur nominale? D'accord? Surtout pour, par exemple, pour le courant. Lorsque je dis le moteur tel, il a un courant nominal qui est égal à 5 ampères, ou là qui est égal à 20 ampères, ou là qui est égal à 30 ampères. Alors pourquoi pas 40 ampères? Prenons par exemple un moteur qui a un courant nominal de 30 ampères. Elle lâche 30 ampères. Et pourquoi pas 40 ampères? D'accord? Donc à deux, ce sont des questions à poser, d'accord? C'est quoi la définition d'un courant nominal? Et la définition d'un courant nominal, il peut être transposé aux autres grandeurs, par exemple la tension, le couple, le flux, et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est le courant nominal. D'accord? Je pense qu'il y a du bruit là, donc il y a un camion qui passe. Euh, alors s'il vous plaît, donc on arrête 3 minutes, le temps que le camion là, il passe. Après, on continue.
Bon, on continue parce qu'il y a un camion qui passe, donc il fait trop de bruit, mais on va supporter, d'accord? Donc, je reviens à ma question concernant donc la grandeur nominale. Donc, ça, c'est une question que vous devez vous poser concernant donc la définition d'un courant nominal, d'accord? Ça va, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ok. Donc là, j'ai dit que la grandeur nominale, c'est une question que vous devez vous poser concernant la définition de la grandeur nominale. D'accord? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? C'est quoi une grandeur nominale? Ou là, c'est quoi un courant nominal, par exemple? Alors, comment vous comprenez un courant nominal? Comment vous comprenez une grandeur nominale? Bon, pour le courant nominal, donc le courant nominal, je ne sais pas comment on vous a donné donc la définition d'une grandeur nominale, mais bon, on pourrait bien vous dire que la grandeur nominale, c'est la grandeur qui permet d'avoir le bon fonctionnement de la machine, d'accord? Si on est par exemple pour une génératrice ou un moteur, donc, on va vous dire que la grandeur nominale, le courant nominal par exemple, c'est le courant pour lequel on a un rendement maximal. Le, le courant nominal, c'est un courant qui permet un bon fonctionnement de la machine, d'accord? Ça peut être donc cette définition-là, d'accord? Mais la vraie définition, surtout pour le courant nominal, le courant nominal pour une machine, parce qu'on cherche à avoir donc la puissance la plus maximale possible, d'accord? Lorsqu'on fait fonctionner un moteur, on cherche donc à avoir donc un fonctionnement maximal, ça veut dire avoir donc tirer donc plus de profit de notre moteur. Mais un moteur de 20 ampères, par exemple, ne peut pas, de 20 ampères comme courant nominal, ne peut pas fonctionner, par exemple, à 25 ampères, d'accord, LH. Donc la question, c'est les considérations thermiques, ça veut dire la chaleur qui est supportée par notre moteur. Donc je ne dois pas dépasser la température maximale permise pour le moteur. Parce que si je dépasse la température maximale permise par le moteur, dans ce cas, je risque de détruire le moteur et détruire les enroulements, les isolants de notre moteur. Donc, le courant nominal, c'est quoi? C'est le courant maximal, d'accord, qui qui permet de ne pas dépasser la température maximale permise. D'accord? Donc ça veut dire, si je fais fonctionner mon moteur au courant nominal en continu, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, la température maximale de mon moteur ne sera pas dépassée. D'accord? Donc ça, c'est la définition le courant nominal. D'accord? Le courant nominal un moteur, c'est le courant maximal, d'accord, qui permet le fonctionnement continu du moteur sans risquer de dépasser la température maximale. Parce que chaque moteur, il a une température maximale à ne pas dépasser. Et cette température, on l'appelle la classe du moteur. Tout à l'heure, nous allons voir quelques valeurs des classes du moteur. Et chaque moteur, il a une classe. Alors, par exemple, la classe A, la classe B, la classe C, la classe H, et chaque lettre, donc, il correspond à une température maximale. D'accord? Et cette température maximale, il ne faut pas la dépasser. Et le paramètre, la grandeur qui chauffe le moteur, qui apporte de l'énergie thermique pour le moteur, c'est le courant. D'accord? Le courant par effet Joule
il chauffe le moteur et cet échauffement-là, donc des fois, ça peut dépasser la température maximale permise pour le moteur et ça peut détruire les éléments sensibles à la température dans le moteur, surtout les isolements et les conducteurs et ainsi de suite. Donc il y a le fer ou l'aluminium, donc ils peuvent supporter des températures qui sont très très importantes. Le cuivre, il peut supporter une température qui est très importante. Mais dans un moteur, il n'y a pas que le cuivre ou le fer ou l'aluminium, d'accord? Il y a les isolants. Les isolants, ce sont les isolants qui permettent de ne pas avoir de contact entre les conducteurs. Donc, si l'isolant est perdu, donc on risque d'avoir donc des contacts entre les conducteurs et d'avoir des courts-circuits internes au moteur. D'accord? Donc, l'échauffement du moteur, donc il peut causer la destruction des isolants. Généralement, les isolants, ce sont les éléments les plus sensibles à la température. Alors, on peut avoir par exemple le vernis comme isolant. Alors, le vernis dans les conducteurs, ça vous l'avez vu dans les transformateurs au laboratoire, les machines électriques, les transformateurs ou les génératrices ou les moteurs. Généralement, l'isolation, donc, elle est faite par le vernis. D'accord? C'est une simple peinture, d'accord, sur les conducteurs. Et cette isolation-là, donc, elle peut être détruite par la chaleur. Et ça va causer, comme j'ai dit, donc, des courts-circuits à l'intérieur de la machine. Donc, je reviens à la définition de le courant nominal. Le courant nominal, c'est quoi? C'est le courant maximal qui permet le fonctionnement continu du moteur sans risquer de dépasser la température maximale permise pour le moteur. Donc, il y a la définition. Si j'ai par exemple un moteur de 20 ampères comme courant nominal, donc c'est le courant maximal qui peut être en continu sans risquer de dépasser la température maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le fais fonctionner à 21 ampères, يقدر يخدم نهار يقدر يخدم يومين ولا je sais pas, ولكن après un certain temps avec le 21 ampères, donc on peut risquer de dépasser un jour la température maximale du moteur et on risque de détruire l'isolation du moteur. Donc le moteur ديالنا il ne peut pas fonctionner à 21 ampères. علاش؟ لأن ça risque de... Mais le 20 ampères, non, le 20 ampères c'est le courant maximal pour lequel on a un fonctionnement normal en continu. D'accord? En continu. Lorsque je dis en continu, ça veut dire en continu dans le temps. Ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ولكن par exemple le moteur ديالي نقدروا نخدموه ب 30 امبير. Il est à 20 ampères nominal, ولكن نقدر نخدموه ب 30 ampères. ولكن هاد 30 ampères ما غاديش نخدموه 3 ايام ولا je sais pas 5 سوايع ولا 6 سوايع, ولكن je peux faire fonctionner mon moteur par exemple pendant je sais pas 3 minutes ou 2 minutes, d'accord? Et dans ces 2 minutes ou 3 minutes, je risque pas de détruire l'isolation de la machine. Mais si je continue à faire fonctionner mon moteur à 30 ampères, peut-être après 1 heure, je risque de détruire le moteur parce que la chaleur a dit l'isolation il va être détruite. D'accord? Donc, je peux faire fonctionner mon moteur à un courant qui est supérieur au courant nominal, ولكن ce n'est pas en continu. Je peux le faire fonctionner pendant un certain temps. ولكن je risque, si je dépasse un certain temps maximal, je risque de dépasser la température maximale et de détruire le moteur diesel. Donc voilà une introduction pour les considérations thermiques. Les considérations thermiques, ça veut dire tout ce qui se rapporte à la chaleur dans le fonctionnement des moteurs. Donc dans le choix des variateurs de vitesse d'IELI, dans le choix des moteurs d'entraînement, il faut faire attention à ce paramètre de la température et du courant nominal. D'accord? Donc c'est une considération très très importante parce que des fois, on fait le choix d'un moteur dans une application industrielle et après un fonctionnement le moteur il est grillé, le moteur il est détruit. Et puis on cherche. Il y a la cause. D'accord? La cause c'est quoi? La cause c'est que on a fait fonctionner notre moteur à un courant qui dépasse le courant nominal, mais
en faisant fonctionner le moteur pendant un temps qui est continu très très important, ce qui a fait que la chaleur donc il augmente, l'échauffement il augmente, et puis à un certain moment, notre système d'isolation donc il est détruit. D'accord? Donc voilà, je répète la définition de la valeur nominale de le courant. C'est la valeur maximale du courant supportée par un fonctionnement continu du moteur sans risquer de dépasser la température maximale permise par le moteur. Et comme j'avais dit, donc chaque moteur donc, il a une certaine classe. Et la classe, ça veut dire quoi? C'est la température maximale à ne pas dépasser. Alors vous avez par exemple la classe V. La classe V, ça veut dire que la température maximale de fonctionnement à l'intérieur du moteur ne doit pas dépasser 90. Et puis vous avez les autres classes A, E, B, F, H, C, ainsi de suite. Donc ce sont des classes qui sont connues dans l'électrotechnique, dans les machines électriques. Donc ce sont des valeurs à ne pas dépasser. D'accord? Les valeurs de la température à ne pas dépasser, quel que soit le fonctionnement du moteur. D'accord? Si vous dépassez cette température-là, donc quelque chose sera détruit dans le moteur. D'accord? Alors, par exemple, la classe C, donc ça veut dire que la température elle est supérieure à 180 degrés Celsius. Si vous êtes sur la classe E, il ne faut pas dépasser 120 et ainsi de suite. D'accord? Alors, dans cette partie-là, donc on va faire un peu de transfert de chaleur. On va voir donc comment la chaleur donc, elle est créée dans un moteur électrique et comment le moteur s'échauffe et comment il se refroidit. Donc, ce sont des considérations qui ont une relation avec le transfert de chaleur et ainsi de suite. D'accord? Alors, avant de voir donc les équations de transfert de chaleur à l'intérieur du moteur, nous allons déjà voir quelles sont les grandeurs qui participent à l'échauffement du moteur. Donc, à votre avis, donc, quelles sont les grandeurs ou quels sont les paramètres qui peuvent introduire de la chaleur dans un moteur électrique? Donc, vous pouvez vous y penser. Donc, vous avez quoi? Vous avez les paires joules, d'accord? Vous avez les paires joules, que ce soit les paires joules dans le rotor ou là, dans le stateur, dans l'aiguille, dans l'inducteur. Donc là où vous avez un conducteur électrique qui est parcouru par un courant électrique, donc il y a de la chaleur, il y a des pertes par effet Joule. Donc ces pertes par effet Joule, ce sont donc les véhicules de cette chaleur. D'accord? C'est eux, ou là c'est elles, c'est les pertes, c'est elles qui causent l'augmentation de la température dans un moteur électrique. Alors vous avez l'échauffement qui est dû aux effets Joule, et puis vous avez aussi donc les pertes par les pertes fer, les pertes fer par courant de Foucault ou par hystérésis, d'accord? Ça aussi donc ça chauffe le circuit magnétique. Donc le circuit magnétique il est chauffé par les pertes fer, les circuits électriques, les conducteurs ils sont chauffés par l'effet Joule, et puis les parties mécaniques ils sont chauffées par les frottements. Donc voilà les trois éléments principaux qui participent à l'échauffement de la machine. Donc l'effet Joule, les frottements mécaniques, d'accord, dans les parties mécaniques, et puis vous avez les pertes fer dans les circuits magnétiques, d'accord. Mais dans notre cas, on va négliger les pertes ou l'échauffement qui sont dus aux pertes fer et aux pertes par frottement, d'accord, et on va s'intéresser uniquement aux pertes qui sont causées par l'effet Joule, parce que l'effet Joule, c'est lui donc, qui va causer le maximum d'échauffement, tandis que les autres éléments, donc, ils ne participent pas avec un pourcentage très important dans l'échauffement. D'accord? Donc voilà pour les sources de pertes, comme j'ai dit, donc vous avez les pertes Joule, et puis vous avez les pertes fer, et puis les pertes de frottement. D'accord? Mais comme j'ai dit, on va s'intéresser uniquement aux pertes par effet Joule, parce que ce sont les pertes les plus importantes.
Alors voilà, on va essayer de mettre notre système en équation. Alors, équation thermique. D'accord? Alors, nous avons vu avant l'équation mécanique de notre système. Maintenant, nous allons voir donc l'équation thermique. Et après, dans la suite du cours, nous allons voir donc les équations électriques. Donc là, vous avez trois dynamiques. Trois dynamiques qui sont différentes. Alors, vous avez la dynamique mécanique, ça veut dire tout ce qui a rapport avec le couple et avec la vitesse. Vous avez la dynamique thermique, tout ce qui a rapport avec la chaleur, avec les pertes et ainsi de suite, les pertes calorifiques dans le moteur. Et après, lorsqu'on va attaquer donc chaque moteur à part, nous allons voir donc les équations électriques. Donc vous avez trois dynamiques, dynamique mécanique, dynamique thermique et dynamique électrique. Et chaque dynamique, donc, il a ses caractéristiques. Alors maintenant, on va essayer donc de mettre notre système, notre machine en équation. Donc notre machine, c'est quoi? C'est le moteur électrique. D'accord? Le moteur électrique. Alors le problème du moteur électrique, c'est qu'il est composé de plusieurs parties. Alors vous avez le fer, vous avez le cuivre, vous avez les isolants, d'accord? Et chaque élément, il a une capacité thermique. Ils n'ont pas la même capacité thermique, ils n'ont pas la même classe. C'est-à-dire ils n'ont pas la même température maximale. Si vous prenez l'isolation, d'accord, l'isolation, il a une température maximale inférieure, d'accord, qui est petite, d'accord, c'est la classe du moteur. La classe, c'est soit 90 ou la 120 ou la selon la classe du moteur. Vous avez le fer, il a une classe. Vous avez le cuivre, il a une classe. Alors la classe le cuivre ou le fer, donc ça peut être des milliers de degrés, d'accord, de degrés Celsius. Alors dans ce cas, on ne peut pas considérer notre moteur comme un système homogène. D'accord? On ne peut pas dire que c'est la même classe. D'accord? Mais ce que nous intéresse, nous, c'est la classe la plus petite. Ça veut dire c'est l'isolation. Pour le reste, le fer, le cuivre, ça ne nous intéresse pas. Parce que même si vous avez le moteur qui est détruit, mais si le cuivre qui sera détruit ou là, le fer qui sera détruit, parce qu'on ne va jamais dépasser la température maximale pour, par exemple, le fer. Le fer, moi, je connais, la même chose pour le cuivre, il a une certaine température qui est très très importante. Mais l'élément qui sera touché si on dépasse la température maximale du moteur, c'est l'isolation. Tout ce qui est isolation, si vous avez le vernis, ou là vous avez le papier, ou là vous avez donc d'autres matériaux d'isolation dans la machine, à des matériaux d'isolation, donc ils seront détruits si on dépasse la température maximale ou là, la classe maximale, la classe de la machine. Donc, ça veut dire la machine Diana, comment on va le considérer? On va considérer par exemple que notre machine totale, c'est comme un isolant. C'est du fer ou là du cuivre, d'accord? Mais on va dire que notre machine, on va la considérer comme un isolant, d'accord? Comme le vernis ou là, comme le papier ou là, selon l'isolant qu'on a dans la machine. D'accord? Pour pouvoir faire l'équation. Donc, si on prend par exemple en considération tous les éléments de notre machine, on risque de ne pas avoir une équation réalisable. D'accord? Donc, on va considérer que notre moteur, c'est un système homogène, en termes de température. D'accord? Un système homogène. Alors, le système homogène, donc, comme vous voyez dans le schéma que vous avez ici, donc vous avez notre moteur. Alors, le moteur Diana, le moteur Diana, il reçoit de la chaleur, il reçoit une puissance calorifique, d'accord? Pardon. Je cherche les voilà. Alors, la machine Diana, elle reçoit une puissance calorifique. Alors, cette puissance calorifique, c'est quoi? C'est la source de l'énergie thermique. Alors, la source de l'énergie thermique, dans ce cas, on a dit qu'on va considérer uniquement les paires joules, d'accord? Donc, les paires joules, ils vont apporter de la chaleur à notre système, à notre corps, le corps Diana dans ce cas, ou à le moteur, d'accord? Donc, les paires joules, ils vont chauffer notre corps. Alors, le corps Diana, il va avoir un transfert de chaleur avec l'extérieur, d'accord? Donc, c'est avec le milieu ambiant.
Donc, il y aura une perte ou là, une augmentation de la température selon la température ambiante, d'accord? Donc, je reçois de la puissance calorifique et j'ai un échange de chaleur avec le milieu ambiant, d'accord? Avec l'environnement diélique, d'accord? Donc, vous avez P1, c'est l'apport de la chaleur, et vous avez une sortie qui est P2, c'est l'échange de notre corps avec le milieu extérieur. ملي كتاخذ par exemple le moteur ديالنا ملي كنخدموه ملي كنشعلوه واحد الوقيته كيسخن d'accord alors ملي كيسخن كيكون un échange aussi avec l'extérieur avec le milieu ambiant ça veut dire داك le milieu ambiant الا كان بارد le moteur ديالي حتى هو غادي يبرد شي شويه d'accord parce que vous avez un milieu qui est ambiant si vous avez par exemple un ventilateur dans ce cas la ventilation qu'est-ce qu'il va faire donc il va diminuer donc la température de notre moteur. Et là, le ventilateur, donc le seul moyen d'échange avec le milieu extérieur, c'est l'échange par convection avec le milieu extérieur. Donc voilà le système DNA. Donc le système DNA, ouais. Donc vous avez une entrée, vous avez une sortie, et puis vous avez la capacité thermique, C. La capacité thermique, c'est en joules par degré Celsius, donc oméga S par degré Celsius. Donc c'est la capacité thermique, c'est comme la capacité d'elle. La capacité électrique que vous connaissez. C'est la même chose, d'accord? C'est le même principe. Et puis vous avez la surface d'échange. La surface, il y a la surface extérieure. Normalement, c'est la surface extérieure qui va échanger le P2 avec le milieu ambiant, d'accord? Et puis vous avez la température à l'intérieur. C'est la température à ne pas dépasser. La température T, c'est la température de notre corps, d'accord? À ne pas donc il ne faut pas dépasser une température maximale qui est fixée par la classe du moteur. Donc voilà notre système. Il reçoit de la puissance calorifique, il échange de la puissance avec le milieu ambiant, il a une certaine capacité thermique, il a une surface d'échange, il a une température interne T, d'accord? Alors ce qui nous intéresse nous, c'est la température T, parce que on a dit qu'il ne faut pas dépasser la classe de notre moteur qui est la température maximale à ne pas dépasser. Alors maintenant, il faut mettre le système en équation. D'accord? C'est le transfert de chaleur. Donc si vous avez fait donc, le transfert de chaleur, on va mettre notre système en équation. Alors premièrement, vous avez la première équation, d'accord? C'est quoi? C'est P1 moins P2, et là je parle de la puissance, d'accord? La puissance calorifique. La puissance calorifique, d'accord? P1 moins P2 est égal à la capacité thermique fois la dérivée de la température, d'accord? Et dans ce cas, vous pouvez voir la caractéristique de la capacité, d'accord? C'est C dV sur dt, d'accord? Qui est égal à quoi? Qui est égal au courant. D'accord? Alors, le courant, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le courant, il rentre et il sort. Le courant, il rentre et il sort. C'est un flux. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à la capacité fois la dérivée de la tension en borne d'une capacité. Là, je parle de la capacité électrique que vous connaissez, la capacité électrique. D'accord? C'est la même chose. C'est le même principe. D'accord? Le même principe. Vous remplacez la tension par la température et vous remplacez par le courant par le flux calorifique. Le flux calorifique, dans ce cas, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. D'accord? Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Et dans ce cas, la température, elle aura la même forme que la variation de V. Alors là, dans la capacité, par exemple, la capacité électrique, il a chargé Naha, ou il a déchargé Naha, donc il va descendre, il va faire comme ça, d'accord? Donc, c'est la même chose pour la température. Donc, si je fais donc, la résolution de cette équation-là, je vais avoir donc la même variation pour le temps, pour la température, pardon. Pour la température, j'aurai la même variation que la variation de la tension d'une capacité électrique. D'accord? C'est le même principe. Si vous faites l'analogie, c'est la même chose. D'accord? Donc, voilà notre première équation. D'accord? Alors, شنو les inconnus ici? Parce que le système ديالنا خصو يكون معروف. Le système ديالنا خصو يكون toutes les grandeurs ديالو خصو يكونوا معروفين. Alors, ce qu'on connaît ici, c'est quoi? On connaît la capacité, c'est donné, d'accord? On connaît
P1 c'est quoi? C'est les paires joules. Ils seront donnés, les paires joules, Diana. Et là, à la fin, le courant, à la fin, la résistance, Diana. Donc, on peut déterminer la puissance, les paires joules. Alors maintenant, le P2, il est معرفناش, d'accord? Donc, ça n'a pas été, il est معرفناش dans l'équation Diana. Mais quand je dis la résolution de cette équation différentielle, je ne peux pas trouver donc la température si je ne connais pas la forme d'P2, d'accord? Donc, il faut connaître P2. Alors, je reviens ici. Donc, P2, c'est quoi? P2, c'est la chaleur échangée par notre corps avec le milieu extérieur, d'accord? Alors, donc, c'est le transfert de chaleur, d'accord? C'est l'équation. Je ne vais pas refaire donc le transfert de chaleur, mais c'est l'équation que vous connaissez. P2, P2, c'est quoi? C'est alpha fois A, T moins T0. Alors, T, c'est la température ici, la température de notre corps. T0, c'est la température du milieu extérieur. A, c'est la surface d'échange entre le corps et le milieu extérieur. C'est le A, c'est la surface de notre corps. Et puis, vous avez le alpha, c'est un coefficient de transfert de chaleur. Un coefficient de transfert de chaleur, donc, la valeur d'Yeleftawa, donc, elle est connue, d'accord? Donc, A alpha, donc c'est le coefficient de transfert de chaleur. Alors finalement, pour se débarrasser, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que C D de T sur D de T est égal à P1. Alors P1, comme j'ai dit, c'est une valeur qui est connue. Si vous connaissez le courant, vous connaissez la résistance. Je remplace P2 par son expression. Alors P2, c'est quoi? C'est alpha A T moins T0, d'accord? Alors finalement, j'aurai quoi? J'aurai une équation en fonction de T, de temps, de la température, d'accord? Alors si je remplace, d'accord, delta T égale à T moins T0, avec T0 c'est une constante, d'accord? T0 c'est une constante, c'est la température du milieu ambiant. Et le T diana, il y a la variable, d'accord? T, il y a la variable. Alors finalement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai D de delta T, parce que D de delta T, c'est quoi? D de delta T, c'est D de T. Parce que D de T0, c'est 0, d'accord? Finalement, j'aurai D de T que j'ai ici, donc c'est D de delta T, plus, donc je remplace A alpha sur C fois delta T est égal à P1 sur C, d'accord? Alors finalement, j'aurai quoi? J'aurai une équation de premier ordre de quoi? De la variable delta T. D'accord? Delta T diana, il y a la variable. Avec delta T, c'est quoi? C'est T moins T0. Avec généralement T0, il y a 25 degrés ou le donc c'est le milieu ambiant. Ça dépend de la température du milieu ambiant, mais c'est une valeur qui est constante. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est delta T. Alors, T0, on va la considérer une valeur صغيرة, ماشي مشكل. Donc 25 ou la 20 ou la 15 ou le Donc maintenant, on va dire que delta T diana, il ne doit pas dépasser la température maximale de notre moteur. Delta T ne doit pas dépasser la température maximale qui est donnée par la classe du moteur. D'accord? Alors maintenant, on va faire la solution de cette équation différentielle. D'accord? Alors c'est facile, d'accord? C'est comme la charge d'une capacité. Donc qu'est-ce qu'il va faire le delta T? On aura la solution d'INA, d'accord? C'est comme la tension d'une capacité, d'accord? Alors vous avez delta T est égal à pH. Avec pH, c'est quoi? C'est les pertes joules, d'accord? Les pertes joules, P1. On a dit ici que P1, c'est un saut d'amplitude pH, d'accord? Ça veut dire vous avez vous avez donc vous appliquez un saut de chaleur à notre moteur. Donc delta T, c'est pH. Avec pH, c'est quoi? Ce sont les pertes joules que vous avez, les pertes joules. A moins exponentielle de moins T sur taux. Avec taux, c'est quoi? Ça s'appelle le temps de réponse. D'accord? Taux ADA, c'est le temps, ou là la constante, le temps de réponse. D'accord? On appelle temps de réponse, ou là la constante, mais dans ce cas, ça s'appelle la constante thermique. D'accord? Parce que c'est une constante qui a une relation avec la température, avec la chaleur. Comparé à la constante du temps mécanique ou la constante de temps électrique. La constante de temps électrique, par exemple, c'est L sur R. D'accord? Par exemple, une bobine. Lorsque vous allez monter une bobine et que vous voulez, par exemple, avoir la variation du courant I,
vous allez avoir donc une constante de temps électrique, le courant, d'accord? Le courant avec la constante de temps dialo, il y a L divisé par R. Si vous êtes dans un système mécanique, vous aurez une constante de temps mécanique. Avec la constante de temps mécanique, comme nous allons voir dans des exercices, ça dépend de quoi? Ça dépend du moment d'inertie J, et ainsi de suite, d'accord? Voilà, donc ça s'appelle la constante de temps thermique. Je la constante de temps thermique. La constante de temps thermique, ça veut dire que c'est le temps pendant lequel le système DNA il va réagir. D'accord? Donc ça traduit la rapidité ou la lenteur de la réponse de notre système. D'accord? Donc, le temps de réponse. Le temps de réponse, elle traduit le temps de réponse de notre système. Parce que le système DNA, il va répondre rapidement, ou là, il va répondre lentement. D'accord? C'est le temps de réponse. Alors, tout système a un certain temps de réponse. Tout système a un temps de réponse, quelle que soit l'excitation que vous donnez à ce système. D'accord? Il a dit par exemple, chez Zki, d'accord? Si vous lui donnez par exemple une question ou un exercice, donc il va répondre rapidement, d'accord? Donc le temps de réponse d'Yellow, il est rapide. Tandis que si vous prenez par exemple chez donc si vous lui donnez la même question que celle que vous avez donnée à un intelligent, il va répondre dans un temps de réponse où le gars ne va pas répondre. Mais bon, il y a un temps de réponse, d'accord? Tout système, il a un temps de réponse. Si vous prenez par exemple un système mécanique que vous voulez bouger, alors si vous lui donnez par exemple une action, une excitation, d'accord? Alors il va répondre avec le système mécanique, mais avec un certain temps, d'accord? La même chose pour le système électrique, lorsque vous chargez par exemple une capacité, donc il y a un certain temps de réponse. Alors il a dit par exemple le temps de réponse électrique dans la charge de la capacité, vous allez trouver que ce sont des nanosecondes, des microsecondes, nanosecondes. Donc ça veut dire que la capacité, elle répond très rapidement, d'accord? Donc قبل ما دير اي حاجه كتلقى déjà la charge ديالك تشارجات, d'accord? علاش؟ لان le temps ديال la réponse ديال l'électrique, ce sont des nano micro millisecondes. Si vous prenez un système mécanique, le temps de réponse, c'est des secondes, des millisecondes, d'accord? Lorsque vous démarrez un moteur, pour que le moteur répond, d'accord? Donc, vous allez compter quelques secondes, d'accord? Seconde ou la juge, selon la grandeur ou selon la puissance du moteur. Voilà, le thermique, tout ce qui est thermique, donc ça va prendre un temps qui est très très important. Il a beau être par exemple, il faut que le four pour chauffer le mât, quelques secondes, d'accord? Ça va demander quelques minutes, voire quelques heures, selon la quantité d'accord? Donc tout système a un temps de réponse. D'accord? Il a un temps de réponse, ça veut dire c'est le temps qu'il prend pour réagir à un échelon d'excitation. C'est le temps qu'il prend pour réagir à un échelon d'excitation. D'accord? Et dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la dynamique d'un système. La dynamique, ça peut être une dynamique électrique, dynamique mécanique, dynamique thermique, dynamique biologique, dynamique selon la dynamique que vous considérez. Voilà, alors pour notre temps de réponse, pour le problème thermique, d'accord, notre temps de réponse, c'est tau qui est égal à C sur alpha A. D'accord? C, c'est la capacité thermique. Alpha, c'est un coefficient de transfert de chaleur. D'accord? Et puis le A, c'est la surface d'échange entre le corps et le milieu extérieur. Les exercices ديالنا ما غاديش تكون عندنا la surface, d'accord, ما غاديش نكونوا عارفين la surface, ما غاديش نكونوا عارفين alpha, d'accord. Mais généralement, la capacité, elle est connue. La capacité d'un corps, il traduit comment le corps d'Yana, il va réagir à la chaleur. D'accord? Alors, il a quand la capacité d'Yana sghira, la capacité sghira, ça veut dire le corps d'Yana a dit sghira, d'accord? Alors, si vous prenez une capacité de sghira, la capacité électrique, il a quand sghira, alors le temps de charger là qui est rapide. علاش؟ لأنها صغيرة. La capacité, la capacité, c'est comme un volume, d'accord? C'est le volume que la charge peut remplir. Donc, quand la charge est la capacité صغيرة, par exemple, quelques nanofarads ou la شي حاجة,
Mais quand on charge, donc il se charge rapidement, quelques nanosecondes, d'accord. ولكن إذا كانت الكاباسيتي كبيرة لو طون دو شارج ديالها كيكون كبير داكور لو طون دو ريبونس كيكون كبير لأن لا كاباسيتي كتكون كبيرة. La même chose pour la capacité thermique. La capacité thermique, c'est la capacité du corps à emmagasiner de la chaleur. C'est la capacité du corps à emmagasiner de la chaleur. Donc, il a quand la capacité de l'okbira, donc il va se chauffer lentement. D'accord. Il y a une capacité qui a de la chaleur, chouïa. Et là, quand il y a de la capacité thermique, ça veut dire rien qui sera. Et dans ce cas, je peux poser la question suivante. Si je vous demande quelle est, je confirme l'équilibre, d'accord, la capacité thermique de le fer ou la capacité thermique de le bois, d'accord? Laquelle est la plus importante, la capacité de le bois ou la capacité de le fer? La capacité thermique de le bois elle est plus importante que la capacité thermique de le fer. علاش لأن le fer ملي كتحطو فوق شي حاجة دغيا كيسخن. Tandis que le bois, باش يلقى la même, باش يوصل la même température que celle ديال le fer, خاصو ديال l'autre, d'accord? Donc, la capacité thermique, donc, il varie d'un corps à un autre, d'accord? Il varie d'un corps à un autre. Alors maintenant, la température ديالنا, comment il va varier? C'est comme ça. Si on est en échauffement, c'est comme la capacité c'est comme la tension de la capacité électrique, d'accord? Donc, la valeur finale, ça serait quoi? La valeur finale, ou là, en régime permanent, ça serait la puissance Fi joule, d'accord, divisé par alpha A, d'accord? C'est la valeur qu'on a ici. Et il y a le régime permanent, d'accord? Il y a la valeur de l'origine permanent. Et vous avez donc la constante du temps. Alors, la constante du temps que vous avez ici, la constante de temps thermique, généralement, c'est elle qui va nous donner 66% de la valeur finale. Là, c'est les 2 tiers. Il y a tout الحساب ديالها. هنا في هذا لو طون هذا كنلقاو 2 tiers ديال la valeur finale اللي عندنا هنا. D'accord, 2 tiers ديال pH ديال pH l'échelon divisé par alpha A. D'accord. تقريبا شي 66%. D'accord. Alors, pour dépasser 95%, de la valeur finale, 95%, c'est qu'on le temps d'Iana supérieur à 3 taux. D'accord? Le temps d'Iana, le T, il doit être supérieur à 3 taux. D'accord? 3 fois taux. Donc, c'est le temps de réponse réel. Le temps de réponse réel, il y a un système, le temps de réponse, ماشي هو taux, mais 3 taux. علاش لأن à partir de 3 taux, vous avez la valeur, il dépasse 95% de la valeur finale d'elle. Et là, on dit que c'est vraiment le temps de réponse. C'est-à-dire le temps de réponse réel. Le temps de réponse réel, c'est lorsqu'on dépasse 95% de la valeur finale. Donc, le temps de réponse réel, voit 3 taux. D'accord? Donc ça, c'est à garder. Ça veut dire le temps de réponse, mais c'est le temps de réponse réel. لأن في هذا le temps de réponse اللي عندنا هنا هذا le taux ماشي ما كنوصلوش تقريبا 100%, كنوصلوا غير 2 tiers de la valeur finale. D'accord? Donc c'est pas le temps de réponse réel, d'accord? C'est une constante de temps, mais c'est pas le temps de réponse, d'accord? Le temps de réponse là, c'est le temps à partir duquel on dépasse تقريبا 95% de la valeur finale. وتقريبا كتعطيها لينا 3 taux, d'accord? Il faut que le temps soit supérieur à 3 taux. Donc 3 taux, le temps de réponse réel. Donc, il a gagné comme je nous vois le temps de réponse de notre système. Généralement, vous calculez taux et puis vous multipliez par 3. Et ça va vous donner donc le temps de réponse réel. D'accord? ولكن bon, ماشي مشكل. Bon, كنلقاو par exemple هاد taux par exemple égal à 10, نقولوا 10 millisecondes. Donc, le temps de réponse réel est 30 millisecondes. Bon, تقريبا كنبقاو في la même fourchette. D'accord? Mais réellement, le temps de réponse réel, le temps de réponse de notre système, c'est 3 taux. Ça veut dire que c'est le temps à partir duquel on dépasse 95% de la valeur finale, de la valeur en régime permanent.
Alors maintenant, ça c'est en échauffement, d'accord? Lorsqu'on est en échauffement. Alors si on est en refroidissement, c'est la même chose, d'accord? Mais cette fois-ci en refroidissement. Alors supposons qu'on refroidit notre système, ça veut dire au lieu d'appliquer donc l'énergie en effet joule, j'annule l'effet joule, d'accord? J'annule par exemple le courant, j'éteins le moteur. Une fois j'éteins le moteur, donc qu'est-ce qu'il va faire sa température? La température du dialogue, les 15 d'accord, il va se refroidir, d'accord? Donc vous aurez la même équation, mais cette fois-ci en décharge, d'accord? Ça veut dire que la température ديالنا فين غتمشي la température ديالنا غتمشي delta T غتمشي 0, ça veut dire T il va vers quoi? Il va tendre vers T0, il va tendre vers la température ambiante. Il va tendre vers la température ambiante. Donc on a échauffement, refroidissement. غير كاينه toujours الا شفتوا هنا le temps de réponse, on a le temps de réponse taux. Taux généralement c'est la pente, d'accord? باش تعطينا la pente, d'accord, كتكون عندنا taux, d'accord? هنا تكون عندنا taux ديال refroidissement. Alors هنا je peux l'appeler, donc ça c'est échauffement, d'accord? Là je peux l'appeler refroidissement. Alors généralement dans la pratique c'est pas le même temps. ملي كتسخن شي حاجه ماشي بحال الا كتبردها, d'accord? Alors prenons par exemple خديتوا واحد 1 litre d'eau que vous mettez sur le four et que vous chauffez, d'accord? Vous pouvez par exemple le porter à 70 degrés, d'accord? 70 degrés. دونك ملي كتسخنو تقريبا شحال 70 دوغري تكون تقريبا شي 3 دقائق ولا 4 دقائق, دونك il peut aller à 70 degrés. ولكن ملي كتاخذوا la même quantité qui est chauffée à 70 degrés et vous la posez par exemple كتخرجها من فوق le four وكتبردها, donc pour revenir à la température nominale ديالو, la température ambiante اللي كانت فيه في الاول, ما غاديش تكون هو 2 دقائق ولا 3 دقائق, d'accord? Donc تقدر تمشي لساعة ولا تقدر تمشي للساعة ولا selon la température ambiante que vous avez. Donc généralement le temps d'échauffement et le temps de refroidissement c'est pas la même chose dans les circuits, dans les machines et dans les systèmes industriels, d'accord? Donc le taux de refroidissement اللي عندنا هنا ماشي هو le temps اللي عندنا هنا. Alors comment on fait pour avoir très mal le même temps de réponse? C'est de recourir à ce qu'on appelle le refroidissement forcé. Le refroidissement forcé. Donc, il a dit que le bol tout à l'heure, par exemple 3 minutes. Alors, pour le refroidir en 3 minutes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un refroidissement forcé. Dans ce cas, il y a un ventilateur en bardo, il y a un d'accord. Donc, je fais ce qu'on appelle le refroidissement forcé. La même chose pour les moteurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait généralement le refroidissement forcé. Le refroidissement forcé, c'est un ventilateur. Et ce ventilateur-là, donc, il permet de refroidir le moteur rapidement. Il y a même des refroidissements avec des radiateurs, par exemple le moteur de la voiture, mais un ventilateur qu'on a. Vous avez un ventilateur, mais en même temps, vous avez un radiateur où il y a le passage de l'eau qui est froide, qui permet de refroidir, par exemple, le moteur diesel et les systèmes qui se chauffent dans la voiture. Donc, ça s'appelle un refroidissement forcé. Donc, pour avoir donc, le temps de réponse de l'échauffement et le temps de réponse de refroidissement les mêmes, donc on fait recours à ce qu'on appelle un refroidissement forcé. Alors, quelle heure il est? Waouh! Alors, j'arrête, je m'arrête ici, d'accord? Et puis, on continue sur les énergies renouvelables dans un